Avant de commencer cette histoire, je dois vous poser une question. Avez-vous déjà envoyé un SMS à la mauvaise personne? Ce genre de message qui fait s'arrêter votre cœur pendant quelques secondes, pendant que vous priez pour que l'autre personne ne l'ait pas lu? Eh bien, oui. La protagoniste de cette histoire a fait exactement cela, sauf que son message a atterri entre les mains de l'homme le plus puissant de l'entreprise où elle travaillait. Et ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, cela a changé leur vie à tous les deux pour toujours. Mais avant de continuer, dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville vous regardez cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant, cliquez sur la cloche et laissez un j'aime, cela m'aide beaucoup. Maintenant, place à l'histoire. L'ascenseur de la direction fendait les étages de l'immeuble Montgomery et Associates comme une lame silencieuse. À l'intérieur, Charles Montgomery ajustait les manchettes de sa chemise blanche immaculée tout en regardant les chiffres numériques grimper. 50 ans. C'était ce que le miroir lui renvoyait chaque matin, des tempes grisonnantes, des rides d'expression racontant des histoires de décisions difficiles, un corps sculpté par une discipline quasi militaire. 4 années passées à Londres et à Tokyo avaient transformé l'opération internationale en une machine à profit. Mais elles avaient aussi creusé un fossé entre lui et tout ce qu'il connaissait à New York. Son ex-femme s'était remariée, son pantouf sur Park Avenue sentait le renfermer, et l'entreprise fondée par son père portait désormais les empreintes d'un autre homme, Roger Vance, le PDG par intérim qui semblait avoir pris un peu trop ses aises dans un fauteuil qui ne lui appartenait pas. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au 32e étage, révélant le cœur créatif de la holding. Charles s'avança dans le couloir de verre et les regards se tournèrent vers lui comme des tournesols suivant le soleil. Des chuchotements, des grincements de chaises, le cliquetis nerveux des claviers feignant la productivité. Il connaissait ce ballet d'entreprise par cœur, la peur déguisée en respect. Dans la salle de conférence principale, l'équipe créative attendait déjà. 12 personnes autour d'une table en acajou, ordinateurs ouverts, verre d'eau intact. Charles entra sans saluer, prit place en bout de table et croisa les mains sur la surface polie. « Montrez-moi la campagne. » La présentation commença, diapositives colorées, slogans audacieux, projections de métriques. Charles observa dans un silence absolu pendant 23 minutes. Lorsque la dernière diapositive disparut, il resta immobile pendant 10 secondes supplémentaires, une éternité dans le monde de l'entreprise. Qui a dirigé ce projet? Une femme se leva à l'autre bout de la table. Des cheveux bruns tirés en un chignon lâche, des yeux en amande oscillant entre détermination et peur, une robe bleu marine tentant sans succès de passer inaperçue. Moi, Monsieur Montgomery. Valérie Campbell, directrice artistique. Charles l'étudia comme s'il lisait un bilan financier. Chaque détail analysé, chaque faille potentielle cartographiée. Valérie Campbell, répéta-t-il, comme s'il goûtait le nom. Cette campagne est médiocre. L'air dans la pièce se glaça. Les collègues de Valérie détournèrent le regard, certains vers leurs propres mains, d'autres vers les fenêtres panoramiques encadrant le ciel gris de New York. Médiocre. Valérie sentit le sang lui monter au visage, mais sa voix resta contrôlée. Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur Montgomery, cette campagne a été développée sur la base d'études de marché approfondies et approuvées par la direction marketing. La direction marketing ne signe pas les chèques. Charles se pencha en avant, ses yeux gris fixés sur elle. Moi, si. Et je ne paie pas pour la médiocrité. Refaites-le. Vous avez 2 semaines. Il se leva et quitta la pièce sans un regard en arrière. Ses pas résonnèrent dans le couloir comme une sentence finale. Valérie resta debout, les ongles s'enfonçant dans ses paumes, la poitrine se soulevant au rythme de respiration contrôlée. Autour d'elle, ses collègues commencèrent à remballer leurs affaires dans un silence gêné. Val. Fiona, sa meilleure amie et rédactrice senior de l'équipe, lui toucha l'épaule. Les yeux noisettes de Fiona débordaient d'inquiétude. Pas maintenant, murmura Valérie. J'ai besoin d'air. Elle se dirigea vers la terrasse de l'étage, un espace étroit agrémenté de quelques plantes artificielles et de bancs en béton. La ville s'étendait en contrebas comme un échiquier chaotique, les voitures fourmillant sur les avenues, des vies entières se déroulant en parallèle, indifférentes à son petit désastre professionnel. Valérie sortit son téléphone de la poche de sa robe. Ses doigts tremblaient en tapant. « Fi, tu ne vas pas le croire. Ce type est insupportable, froid, exigeant, zéro empathie. La seule chose qu'il a pour lui, c'est ce physique absurde pour un homme de 50 ans. On dirait qu'il est sculpté. »
Ce doit être de la frustration accumulée qu'il passe à la salle de sport. Pour qui il se prend pour nous humilier comme ça devant tout le monde? Elle appuya sur envoyer. Et c'est là que son monde s'effondra. Le nom en haut de la conversation n'était pas Fi. C'était Charles Montgomery, PDG. La discussion de groupe de l'entreprise qu'elle avait ouverte par erreur pendant la réunion. Le message qui aurait dû rester privé flottait désormais en pixels irréversibles sur l'écran de l'homme le plus puissant de l'entreprise. Valérie sentit ses jambes se dérober. Elle s'appuya contre la rambarde de la terrasse, le téléphone glissant de ses doigts moites. Son cœur martelait ses côtes comme s'il voulait s'échapper de sa poitrine. Non, 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 non. 32 étages plus bas, New York continuait son rythme indifférent. Mais pour Valérie Campbell, à cet instant précis, le sol venait simplement de disparaître. Et au moment exact où le désespoir menaçait de l'engloutir, son téléphone vibra. Une notification. Un seul mot de l'expéditeur qu'elle redoutait le plus. Charles Montgomery. Intéressant. La nuit tomba sur Manhattan comme une couverture d'anxiété. Dans son 2 pièces à Williamsburg, Brooklyn, Valérie était recroquevillée sur le canapé, toujours dans ses vêtements de travail. Son téléphone gisait sur la table basse comme une bombe à retardement. Fiona était arrivée 1 heure plus tôt, armée de vin rouge et d'une pizza qui restait intacte dans sa boîte. Elle occupait le fauteuil voisin, observant son amie avec un mélange d'inquiétude et d'incrédulité. « Val, tu dois manger quelque chose. »« J'ai besoin d'une machine à remonter le temps, fi. » Valérie frotta ses yeux gonflés. « Intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire, bon sang? Est-ce qu'il va me virer demain? Me signaler pour harcèlement? Se calmer? » Fiona se rapprocha, s'asseyant près d'elle sur le canapé. « Premièrement, tu n'as harcelé personne. Deuxièmement, c'était un message privé envoyé par erreur. Troisièmement, s'il voulait te virer, il l'aurait déjà fait. Tu n'as pas vu comment il m'a regardé pendant la réunion, fi. Comme si j'étais un insecte. Comme si je ne valais rien. » La voix de Valérie se brisa sur le dernier mot, et Fiona reconnut ce ton. Ce n'était pas juste la peur pour son travail. C'était quelque chose de plus vieux, de plus profond. Ce n'est pas à propos de Charles Montgomery, n'est-ce pas? Valérie ferma les yeux. Les souvenirs revinrent comme une marée. Inévitable. Étouffant. 3 ans de relation. 3 ans de commentaires déguisés en plaisanterie. Tu vas porter cette robe? Je pensais que tu mettrais quelque chose de plus flatteur. 3 ans d'isolement progressif. Tes amis sont très superficiels, bébé. Tu mérites mieux. 3 ans de doute, plantés comme des graines empoisonnées. Tu es sûr que cette promotion est une bonne idée? Trop de responsabilités pourraient te submerger. Quand Valérie avait finalement rassemblé la force de mettre fin à tout ça, Luc avait retourné la situation. Pour leurs amis communs, pour sa famille, pour quiconque voulait l'écouter, elle était devenue la méchante. La femme ingrate qui avait abandonné un homme dévoué. J'ai passé 3 ans à penser que j'étais folle, fi. Valérie ouvrit les yeux, les larmes coulant silencieusement. Que j'étais inadéquate. Que j'avais de la chance que quelqu'un comme lui veuille de moi. Et maintenant, cet homme que je ne connais même pas me regarde de cette façon devant tout le monde. Et c'est comme si toutes ces voix revenaient. Exactement, compléta Fiona en serrant la main de son amie. Elles restèrent assises en silence un moment. La ville ronronnait au dehors. Val, écoute. Fiona se tourna pour la regarder en face. Luc était un narcissique manipulateur qui a passé des années à te rabaisser. Mais c'est fini. Tu t'en es sorti. Tu as reconstruit ta carrière. Tu es la directrice artistique la plus talentueuse que je connaisse. Un message envoyé par erreur n'efface rien de tout ça. Et s'il te vire? Alors tu trouveras un autre travail, un meilleur. Mais je doute que ça arrive. Pourquoi? Fiona esquissa un sourire énigmatique. Parce que intéressant, ce n'est pas la réponse de quelqu'un d'offensé, Val. C'est la réponse de quelqu'un d'intrigué. Valérie fronça les sourcils, assimilant les mots. Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone vibra de nouveau. Cette fois, c'était un email professionnel. Objet, entretien individuel. Demain, 8 heures. Expéditeur, Charles Montgomery. Valérie,
présentez-vous à mon bureau à 8 heures précises. Nous avons des choses à discuter. Ne soyez pas en retard. Le cœur de Valérie s'emballa de nouveau. Fiona se pencha pour lire l'écran. Eh bien, dit-elle en essayant de paraître optimiste. Au moins, il te donne une chance de parler avant toute décision. Ou il me donne la chance de creuser ma propre tombe. Val, je sais. Pensée catastrophique. Valérie prit une grande inspiration, forçant l'air dans des poumons qui semblaient avoir oublié comment fonctionner. J'irai. Je n'ai pas le choix. Mais si je t'appelle demain en pleurant depuis un carton rempli de mes affaires, je viendrai te chercher avec de la glace et une bouteille de champagne. Fiona étreignit son amie. Maintenant, mange cette pizza avant qu'elle ne soit totalement froide. Tandis qu'elle mâchait une part sans la goûter, Valérie ne pouvait s'empêcher de penser aux mots que Charles avait utilisés. Intéressant. Qu'est-ce que Charles Montgomery avait bien pu trouver d'intéressant? Et pourquoi une partie d'elle, une petite partie irrationnelle et absolument inconvenante, voulait-elle le découvrir? À 7h47 le lendemain matin, Valérie se tenait devant le miroir des toilettes du bureau, essayant pour la 3e fois d'appliquer son rouge à lèvres sans trembler. Elle avait choisi un blazer bordeaux et une armure professionnelle et tiré ses cheveux en un chignon sévère qui disait « Prenez-moi au sérieux ». À 7h58, elle était devant la porte du bureau de Charles Montgomery, le cœur au bord des lèvres. À 8 heures précises, elle toqua. Entrez. La voix grave traversa le bois massif. Valérie tourna la poignée et entra. Le bureau de Charles était exactement ce qu'on attendait du PDG d'une holding multimilliardaire, spacieux, minimaliste, avec un mur entier en verre encadrant la skyline de Manhattan. Il se tenait près de la fenêtre, lui tournant le dos, tenant une tasse de café fumant. Fermez la porte. Elle obéit. Le déclic de la serrure sonna comme une condamnation. Charles se retourna. Sous cette lumière matinale, Valérie remarqua des détails que la colère de la veille avait obscurcis. La mâchoire anguleuse, les épaules larges sous le costume gris anthracite, la façon dont il occupait l'espace avec une autorité qui semblait absolument naturelle. Asseyez-vous. Elle marcha vers l'une des chaises face à son bureau, les jambes raides comme si elle traversait un champ de mine. Charles resta debout, s'appuyant contre le bord du bureau, la regardant de haut. J'imagine que vous savez pourquoi vous êtes ici. Le message. La voix de Valérie sortit plus assurée qu'elle ne l'espérait. Monsieur Montgomery, je dois m'excuser. C'était une terrible erreur. Le message était privé. Il n'aurait pas dû être envoyé. Et le contenu était absolument honnête. Le mot l'a pris par surprise. Pardon? Charles croisa les bras sur sa poitrine. Il y avait quelque chose dans ses yeux que Valérie n'arrivait pas à déchiffrer. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas du dédain. C'était quelque chose de plus proche de la curiosité. Vous avez dit que je suis insupportable, froid, exigeant et que je manque d'empathie. Il énuméra chaque adjectif avec un calme déconcertant. Vous avez aussi dit que mon corps est, je cite, absurde pour un homme de 50 ans, et que j'ai l'air sculpté. Et votre théorie est que je passe ma frustration à la salle de sport. Valérie sentit son visage brûler. Elle voulait que la terre s'ouvre pour l'engloutir. Monsieur Montgomery. Combien de personnes dans cette entreprise pensez-vous auraient le courage de dire ça de moi, Valérie? Il l'interrompit, se penchant légèrement en avant. Même en privé? Elle cligna des yeux, confuse par la direction que prenait la conversation. Je ne sais pas. 0. Charles déverrouilla son téléphone et lui montra l'écran. Son message était là. Sauvegardé. Tout le monde dans ce bâtiment me traite comme si j'étais une bombe sur le point d'exploser. Ils sont d'accord avec tout. Ils sourient quand j'entre. Ils tremblent quand je parle. Et vous? Il remit le téléphone dans sa poche. Vous m'avez traité d'insupportable dans le même paragraphe où vous avez loué mon physique. Valérie ne savait pas si elle devait rire, pleurer ou courir. Est-ce que c'est une bonne chose? C'est intéressant. Il y avait encore ce mot. Valérie sentit un frisson courir le long de son échine. Monsieur Montgomery, avec tout le respect que je vous dois, je ne comprends pas où mène cette conversation. Charles s'écarta du bureau et marcha vers le mur de verre, lui tournant de nouveau le dos. Quand il parla, sa voix portait un poids différent. J'ai passé 4 ans loin d'ici. Loin de tout,
loin de tout le monde. J'ai construit l'opération internationale à partir de rien, transformé les pertes en profit, ouvert des marchés que mon père jugeait impossibles. Et quand je suis revenu, il marqua une pause. Je suis revenu dans une entreprise qui ne me reconnaît plus, dans une ville qui a avancé sans moi, dans un appartement vide où même les plantes sont mortes. Valérie resta silencieuse, surprise par cette vulnérabilité inattendue. Hier, lors de la réunion, j'ai été dur avec vous. Charles se tourna pour la regarder. La campagne n'était pas médiocre. Elle était sûre. Et la sécurité m'irrite parce que j'ai déjà vu ce dont cette entreprise est capable quand elle ose. Mais je n'aurais pas dû vous exposer de cette façon. Étaient-ce des excuses? Valérie n'en était pas sûre. Donc, je ne suis pas viré? Viré? Charles laissa échapper quelque chose qui ressemblait presque à un rire. Un son rouillé par le manque d'usage. Vous êtes la première personne depuis des mois qui m'a fait ressentir autre chose que de l'ennui, Valérie. Pourquoi vous virerais-je? Le silence qui suivit était chargé de quelque chose qu'aucun des deux ne pouvait nommer. Refaites la campagne, dit finalement Charles, reprenant son ton professionnel. Mais cette fois, ne pensez pas à ce qui est sûr. Pensez à ce qui est brillant. Vous avez 2 semaines. Valérie se leva. Les jambes encore tremblantes. Compris. Elle marcha vers la porte. Mais avant qu'elle ne puisse tourner la poignée, la voix de Charles l'atteignit une dernière fois. Valérie. Elle se retourna. À propos de la théorie sur la salle de sport. Il la regarda avec une intensité qui lui coupa le souffle. Vous n'avez pas complètement tort. La porte se referma derrière elle. Et Valérie réalisa que ses mains avaient arrêté de trembler. Elles avaient été remplacées par quelque chose de bien plus troublant, l'accélération inexplicable de son cœur. Les 2 semaines qui suivirent transformèrent Valérie en une femme obsédée. Elle arrivait au bureau avant tout le monde et partait après les dernières rondes de la sécurité. Son bureau disparut sous des couches de croquis, de références visuelles, de notes griffonnées sur des serviettes en papier. Mais ce n'était pas seulement la campagne qui occupait son esprit. Charles Montgomery était devenu une présence constante. Pas physiquement, mais comme une ombre qu'elle ne pouvait ignorer. Il apparaissait dans les réunions générales, toujours au fond de la salle, bras croisés, ses yeux scannant la foule jusqu'à trouver les siens. Il passait dans le couloir des créatifs plus souvent que nécessaire. Et chaque fois que leurs chemins se croisaient, il la saluait d'un hochement de tête minime qui semblait chargé de significations cachées. Il le fait exprès, déclara Fiona le vendredi, alors qu'elle déjeunait à la cafétéria. Je te le jure, Val, il est passé par notre aile 3 fois aujourd'hui. C'est le PDG. Il peut marcher où il veut. Oh, bien sûr. Et le fait qu'il regarde toujours dans ta direction est une pure coïncidence. Valérie piqua sa salade avec plus de force que nécessaire. Tu imagines des choses. Et toi, tu es dans le déni. Fiona se pencha au-dessus de la table, baissant la voix. Val, l'homme s'est pratiquement excusé auprès de toi. Charles Montgomery ne s'excuse pas. Il vire des gens avant le petit déjeuner sans cligner des yeux. Il ne s'est pas excusé. Il a contextualisé. C'est la même chose venant de lui. Valérie soupira, repoussant son assiette. Fi, même si tu avais raison, ce qui n'est pas le cas, ça ne changerait rien. C'est mon patron. Mon patron suprême. Le fossé hiérarchique entre nous est un océan. Et la différence d'âge? 18 ans. Il a 50 ans. J'en ai 32. Et est-ce que ça te dérange? Valérie hésita. Durant les nuits d'insomnie de la semaine passée, elle s'était posé la même question. Elle visualisait le visage de Charles. Les rides autour de ses yeux quand il souriait presque. La façon dont les cheveux gris encadraient ses tempes. L'autorité naturelle qu'il dégageait. Je ne sais pas ce qui me dérange le plus, admit-elle enfin. L'âge, la hiérarchie, ou le fait que je n'arrive pas à arrêter d'y penser. Avant que Fiona ne puisse répondre, une ombre tomba sur leur table. Valérie. La voix grave les figea toutes les deux. Charles était là, plateau repas en main, la regardant avec cette expression indéchiffrable que Valérie commençait à trop bien connaître. Monsieur Montgomery. Elle se leva automatiquement. Asseyez-vous. Il fit un geste de la main libre. Ce n'est pas une inspection. C'est
Il sembla chercher le mot juste. Un déjeuner. Et là, à la stupéfaction absolue de Valérie et Fiona, Charles tira une chaise et s'assit à leur table. La cafétéria entière s'arrêta. Les conversations moururent. Les fourchettes restèrent suspendues en l'air. Le PDG de Montgomery et Associates ne mangeait pas à la cafétéria. Le PDG se faisait servir ses repas dans son bureau par un service traiteur exclusif. Vous travaillez ensemble sur la campagne naturale, n'est-ce pas? Demanda Charles, s'adressant à Fiona comme s'il ne remarquait pas les regards de toute l'entreprise fixés sur eux. Oh oui, monsieur. Fiona déglutit difficilement. J'ai écrit les textes. Valérie a développé le concept visuel. C'était une bonne campagne. Créative. Risquée. Merci. Charles commença à manger, complètement indifférent au chaos silencieux qu'il provoquait. Valérie observait, hypnotisée par la normalité bizarre de la scène. L'homme le plus puissant de l'entreprise, coupant du poulet grillé à côté de 2 employés du département créatif. La nouvelle campagne, dit-il en regardant directement Valérie. Comment ça avance? Bien. Elle força sa voix à être stable. J'ai quelques directions prometteuses. Je peaufine les concepts avant la présentation. Bien. Charles prit une gorgée d'eau. Je ne veux pas de sécurité. Je veux quelque chose qui me fasse ressentir. La phrase flotta dans l'air, chargée d'un double sens. Ou peut-être que Valérie projetait. Ou peut-être pas. Je ferai de mon mieux, répondit-elle. Je sais que vous le ferez. Il finit son repas dans un silence efficace, s'essuya la bouche avec sa serviette et se leva. Mesdames. Et il sortit, laissant derrière lui une cafétéria en état de choc collectif, et une Valérie avec le cœur battant si fort qu'elle était sûre que Fiona pouvait l'entendre. D'accord, chuchota Fiona après une minute entière de silence. Maintenant, tu ne peux pas dire que j'imagine des choses. Valérie ne dit rien. Parce que pour la première fois, elle n'était sûre d'absolument rien. Le week-end arriva comme un soulagement ambigu. Valérie avait besoin de distance. Loin du bureau, loin de Charles, loin de ses propres pensées qui tournaient en cercle de plus en plus serrés. Mais la distance physique ne fit pas taire son esprit. Samedi après-midi, elle retrouva Fiona dans un café de West Village. L'endroit était chaleureux, avec des murs en briques apparentes et des plantes suspendues créant de petits refuges d'intimité. « Tu as dormi ?» demanda Fiona des Kelville et cernes de son amie. Définir dormir. Fermer les yeux plus de 3 heures consécutives? Alors non. Fiona soupira et poussa un cappuccino vers elle. Bois. Tu en as besoin. Valérie entoura la tasse de ses 2 mains, absorbant la chaleur. Fi, je deviens folle. J'ai remarqué. Non, tu ne comprends pas. Elle baissa la voix, se penchant au-dessus de la table. J'ai rêvé de lui la nuit dernière. De Charles? CHHH. Valérie regarda autour d'elle, paranoïaque. Oui. Et ce n'était pas un rêve innocent. Fiona se mordit la lèvre pour ne pas rire. Et comment tu t'es sentie? Terrible. Confuse. Et elle hésita. Et je me suis réveillée en souriant. Oh, Val. Je sais. C'est ridicule. Je sais que c'est ridicule. L'homme a 50 ans. C'est mon patron. Il manipule probablement toute cette situation pour des raisons d'entreprise obscures que je ne peux même pas imaginer. Et me voilà à faire des rêves d'adolescente comme si j'avais 15 ans. Fiona tendit la main et prit celle de son amie. Ou, dit-elle doucement, tu te sens simplement attiré par quelqu'un pour la première fois depuis Luc. Le nom tomba entre elles comme une pierre. Ça fait 2 ans, Val. 2 ans que tu as rompu avec ce connard. Pendant tout ce temps, tu t'es blindé. Tu n'as regardé personne. Tu n'as laissé personne s'approcher. Et maintenant cet homme apparaît, qu'on l'admette ou non, il éveille quelque chose en toi. Pourquoi est-ce que ça doit être mauvais? Parce que c'est compliqué. La vie est compliquée. Ça ne veut pas dire que tu dois vivre anesthésié. Valérie laissa échapper un rire sans joie. Tu es en train de me dire d'investir sur Charles Montgomery? Je te dis d'arrêter de lutter contre ce que tu ressens. Ça ne veut pas dire passer à l'acte. Ça veut dire au moins le reconnaître.
Reconnaître que je suis attiré par mon patron énigmatique et froid de 50 ans. Exactement. Valérie prit une longue gorgée de cappuccino, assimilant l'idée. Et s'il joue juste avec moi, fi? Si c'est un test d'entreprise bizarre? Alors tu le découvriras et tu passeras à autre chose. Mais si ce n'est pas le cas? La question resta suspendue dans l'air, sans réponse. Cette nuit-là, seule dans son appartement, Valérie ouvrit le fil de discussion pour la 100e fois. Le message était toujours là. L'erreur qui avait tout changé. Et en dessous, la réponse de Charles. Intéressant. Elle regarda le curseur clignoter un long moment. Puis, avant de pouvoir s'en empêcher, elle tapa. Monsieur Montgomery. Je sais que c'est le week-end, mais je voulais vous informer que les concepts sont pratiquement finalisés. Je pense que vous allez aimer. Valérie. Elle l'envoya avant de perdre son courage. 5 minutes passèrent. 10, 15. Elle était sur le point de jeter le téléphone et de se convaincre qu'elle avait joué les imbéciles quand la réponse arriva. Charles. Appelez-moi Charles. Et je suis sûr que j'aimerais. Vous me surprenez, Valérie. Constamment. Elle relut le message 3 fois, le cœur bondissant. Et puis, sur une impulsion qu'elle ne pourrait expliquer même sous la torture, elle répondit. Vous surprendre est devenu mon nouveau passe-temps. J'espère que je n'en fais pas trop. La réponse arriva en quelques secondes. Continuez d'en faire trop. C'est bon pour ma frustration accumulée. Clin d'œil. Valérie fixa l'émoji. Probablement le premier que Charles Montgomery utilisait dans toute sa carrière, et cependant si longtemps que l'écran s'assombrit. Quand elle réussit enfin à dormir cette nuit-là, elle souriait. Lundi. Jour de la présentation finale. Valérie se réveilla à 5 heures du matin, but 2 cafés noirs, répéta mentalement chaque diapositive 30 fois, et avait toujours l'impression qu'elle pouvait vomir à tout moment. La salle de conférence était pleine quand elle entra. Toute la direction créative. Le département marketing dirigé par Marcia, une femme impeccable de 40 ans qui semblait être née en talons hauts. Les représentants du client. Et bien sûr, Charles. Il occupait le bout de la table, doigts entrelacés, expression illisible. Marcia la salua avec un sourire professionnel. Nous sommes impatients de voir ce que vous avez préparé. Merci. Elle connecta son ordinateur au projecteur, prit une grande inspiration, et commença. Dans les 40 minutes qui suivirent, Valérie se transforma. La femme incertaine qui était entrée dans cette pièce disparut, remplacée par une professionnelle passionnée qui connaissait chaque pixel, chaque concept, chaque décision créative par cœur. Elle parla de narration visuelle, de connexion émotionnelle, d'audace calculée. Elle montra des campagnes de référence qui avaient changé les marchés et expliqua comment sa proposition pouvait faire de même. Quand la dernière diapositive apparut, une vidéo conceptuelle qu'elle avait montée personnellement jusqu'à 3 heures du matin, la salle était dans un silence absolu. La vidéo se termina. Valérie éteignit le projecteur et se tourna pour faire face au verdict. Des questions? Silence. Marcia échangea un regard avec les représentants du client. Il y avait quelque chose dans ce regard que Valérie n'arrivait pas à déchiffrer. Valérie, commença la directrice marketing, c'était brillant. La voix de Charles coupa la pièce. Tous les yeux se tournèrent vers lui. Il se leva, marcha vers l'avant de la salle et se tint à côté de Valérie. Si près qu'elle pouvait sentir la chaleur émaner de lui. Ceci, il pointa l'écran encore allumé, et exactement ce que je voulais dire quand je parlais d'audace. Concept innovant, exécution impeccable, risque calculé. Il se tourna vers les représentants du client. Messieurs, si vous n'approuvez pas cette campagne, vous faites la plus grosse erreur de l'année fiscale. Les représentants se regardèrent. Le plus âgé, un homme aux cheveux blancs dans un costume conservateur, hocha lentement la tête. Approuvé. La salle éclata en applaudissements retenus, soupirs de soulagement, sourires d'entreprise. Mais Valérie l'enregistra à peine, car Charles était toujours à ses côtés, et ses yeux gris n'avaient pas quitté les siens une seconde. Félicitations, dit-il doucement, pour qu'elle seule entende. Merci, Charles. Quelque chose brilla dans ses yeux en entendant son prénom au lieu du titre formel. Quelque chose qui fit faire un saut périlleux à l'estomac de Valérie. Après la réunion, alors que les gens se dispersaient dans des conversations parallèles,
Marcia s'approcha de Valérie. J'ai besoin de vous parler dans mon bureau. 10 minutes. Le ton était sérieux. Valérie hocha la tête, une pointe d'appréhension perçant l'euphorie. Dans le bureau de Marcia, un espace élégant surplombant la ville, la directrice alla droit au but. La campagne a été approuvée, mais nous avons maintenant un problème logistique. Elle tendit un dossier à Valérie. Le client veut accélérer le lancement. Cela signifie un voyage en Californie la semaine prochaine pour la réunion finale et les ajustements de dernière minute. La Californie? Le client est du secteur viticole et agricole. Leur siège est dans la Napa Valley. Il y a des dîners d'affaires prévus là-bas. Je devrais accompagner le PDG, mais ma mère est tombée malade et je dois rester à New York. Et vous voulez que j'y aille à votre place? Valérie sentit son sang se glacer. Avec Monsieur Montgomery? Marcia la regarda avec une expression suggérant qu'elle en savait plus qu'elle ne le laissait paraître. Vous connaissez la campagne mieux que quiconque. Vous êtes le choix logique. Elle fit une pause. Un problème? Problème ne commençait même pas à décrire la situation. Un voyage d'affaires. Avec Charles. Hôtel. Dîner. Des heures seules dans des avions et des voitures. Aucun problème, entendit-elle sa propre voix dire. Quand partons-nous? Jeudi. Le vol part à 7 heures du matin. Valérie hocha la tête mécaniquement, l'esprit tournoyant déjà à travers des scénarios qu'elle ne devrait pas imaginer. En quittant le bureau de Marcia, elle trouva Charles dans le couloir. Il était appuyé contre le mur, bras croisés, comme s'il l'attendait. J'ai entendu parler du voyage, dit-il. Les nouvelles vont vite. Je suis le PDG. Les nouvelles me trouvent. Il fit un pas de plus. Napa Valley. Vous y êtes déjà allé? Une fois, quand j'étais enfant. Alors ce sera une redécouverte. Il y avait quelque chose dans la façon dont il dit redécouverte qui fit déglutir Valérie. On dirait bien. Charles sourit. Un vrai sourire, pas la version d'entreprise qu'il distribuait en réunion. Un sourire qui transformait son visage d'intimidant à dévastateurement attirant. On se voit à l'aéroport, Valérie. Il s'éloigna dans le couloir, la laissant clouée sur place, le cœur tonnant, et une seule certitude résonnant dans son esprit, ce voyage allait tout changer. L'aéroport JFK bourdonnait de l'urgence typique des matins new-yorkais. Valérie arriva à 6 heures, traînant une valise à roulettes et portant le poids d'une nuit blanche. Elle avait changé de tenue 3 fois avant de partir, optant finalement pour un tailleur pantalon noir et un chemisier en soie bordeaux professionnel avec une touche d'audace. Charles était déjà à la porte d'embarquement quand elle arriva. Il portait un jean foncé la première fois que Valérie le voyait sans costume et une chemise bleu marine aux manches retroussées jusqu'au coude, révélant des avant-bras qu'elle ne devrait définitivement pas remarquer. Ponctuel, commenta-t-il quand elle approcha. C'est moi qui ai dit ne soyez pas en retard. C'était il y a 2 semaines. J'ai une bonne mémoire. Le coin de sa bouche se souleva. Je sais. Le vol était en classe affaires. Un luxe auquel Valérie n'était pas habituée. Les sièges étaient spacieux, séparés par une console partagée. Charles la laissa prendre le hublot. Quand l'avion décolla, New York rétrécit sous eux comme une maquette infinie. Valérie regardait par le hublot, essayant de ne pas penser à la proximité de l'homme à côté d'elle. Vous êtes tendu. L'observation l'a pris par surprise. Je ne le suis pas. Vous agrippez la coudoir comme si vous alliez vous enfuir. Valérie regarda sa main et, en effet, ses doigts étaient blancs à force de presser le cuir. Peut-être un peu. À propos du vol ou à propos de moi. Son honnêteté brutale la désarma. Honnêtement? Je ne sais plus. Charles l'étudia un moment, puis fit quelque chose d'inattendu. Il s'adossa à son siège et ferma les yeux. Parlez-moi de vous, Valérie. Quoi? De vous. Qui vous êtes au-delà des campagnes publicitaires et des messages envoyés par erreur. Vous voulez savoir des choses sur moi? Pourquoi cet étonnement? Il ouvrit un œil. Vous en savez pas mal sur moi. Que je suis froid, exigeant. Que j'ai un corps absurde pour mon âge. D'accord, d'accord. Elle sentit son visage brûler. Compris. Alors, Valérie prit une grande inspiration. J'ai 32 ans. Je viens de Chicago.
Mais je suis venu à New York pour étudier le design et je ne suis jamais reparti. Mes parents vivent toujours là-bas. J'ai un frère cadet qui est médecin. Elle hésita. Je suis sorti d'une relation compliquée il y a 2 ans. Et depuis, je me suis dédié au travail. Compliqué comment? Compliqué d'une façon qui m'a fait oublier qui j'étais. Charles ouvrit complètement les yeux. Et Valérie vit quelque chose changer dans son expression. De la reconnaissance, peut-être. Ou de la compréhension. J'ai été marié 15 ans, dit-il, la voix plus basse. À une femme que mon père approuvait. Nous avions une vie qui semblait parfaite dans les rapports mondains. Dîner, voyage, photos. Mais à l'intérieur de la maison. Il marqua une pause. À l'intérieur, nous étions 2 étrangers polis partageant une adresse. Pourquoi êtes-vous resté? Parce que j'étais lâche. Parce qu'il était plus facile de plonger dans le travail que d'admettre que j'avais échoué. Il la regarda directement. Quand j'ai enfin divorcé, il ne restait plus rien à ressentir. Pas même du soulagement. Valérie soutint son regard, surprise par la vulnérabilité qu'il offrait. Et maintenant, demanda-t-elle. Que ressentez-vous maintenant? Charles ne répondit pas immédiatement. Le moteur de l'avion ronronnait en arrière-plan. La lumière du soleil traversait les nuages, peignant l'intérieur de la cabine en or. Maintenant, dit-il finalement. Je commence à ressentir des choses que je pensais avoir oublié comment ressentir. Le cœur de Valérie s'emballa. Elle savait qu'elle devait détourner le regard, changer de sujet, rétablir les barrières professionnelles. Au lieu de cela, elle demanda. Quel genre de choses? Charles tendit la main et, avec une délicatesse qui contrastait avec tout ce qu'elle connaissait de lui, écarta une mèche de cheveux qui était tombée sur son visage. De la curiosité, dit-il. De l'anticipation. Ses doigts effleurèrent sa joue avant de se retirer. Du désir. Valérie oublia comment respirer. Charles, vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit. Il retira sa main. Mais ses yeux restèrent sur les siens. Je sais que c'est compliqué. Je sais qu'il y a une hiérarchie, une différence d'âge, 1000 raisons pour lesquelles ça ne devrait pas arriver. Mais vous m'avez demandé de l'honnêteté. Alors la voilà. Vous m'intriguez, Valérie. D'une façon dont personne ne m'a intrigué depuis des décennies. L'avion traversa une zone de turbulence, les faisant osciller. Mais Valérie le remarqua à peine. Son monde tremblait déjà de toute façon. Je ne sais pas quoi faire de ça, admit-elle. Moi non plus. Charles sourit. Et il y avait une douceur dans ce sourire qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Mais nous avons 3 jours à Napa. Peut-être que nous le découvrirons ensemble. Valérie regarda par le hublot où les nuages s'étendaient comme une mer de coton. Elle avait la sensation qu'elle était sur le point de tomber. Et pour la première fois depuis longtemps, elle n'était pas sûre de vouloir être sauvée. L'hôtel à Saint Helena était un établissement de luxe. Charles avait réservé des suites adjacentes assez professionnelles pour éviter les commentaires, assez proches pour que Valérie sente sa présence même à travers les murs. L'après-midi fut consumé par les réunions d'affaires. Le client, un conglomérat viticole dirigé par un patriarche nommé Gauchi, Monsieur Ernest Sterling dans le texte original, était exigeant, mais juste. Valérie présenta les ajustements finaux de la campagne avec une confiance qui la surprit elle-même. Charles l'observait avec ce regard qu'elle apprenait à reconnaître. Fierté déguisée en évaluation professionnelle. À 7 heures du soir, après des heures de négociations et de poignées de main, ils eurent enfin un moment de paix. Le dîner formel n'aurait lieu que le lendemain. Cette soirée était libre. Je descends au restaurant de l'hôtel, dit Charles alors qu'il marchait vers les ascenseurs. Voulez-vous de la compagnie? Valérie aurait dû décliner. Aurait dû inventer une migraine, du travail à revoir, n'importe quelle excuse. Je veux bien, dit-elle. Le restaurant était sophistiqué sans être prétentieux. Table en bois rustique, éclairage ambré, un sommelier discret qui connaissait chaque bouteille de la liste. Charles commanda un Cabernet Sauvignon de la Napa Valley et laissa Valérie choisir les plats. « Vous me faites confiance pour choisir votre nourriture ?» demanda-t-elle, arquant un sourcil. « Vous avez créé une campagne qui a convaincu un client difficile en moins d'1 heure. Je pense que je peux vous faire confiance pour commander un steak ou des fruits de mer locaux. » Elle rit, un rire authentique qui la surprit.
Quand la nourriture arriva et que le vin commença à délier les langues, la conversation glissa vers des territoires plus personnels. « Vous avez mentionné une relation compliquée », dit Charles en faisant tourner le verre entre ses doigts. « Si vous ne voulez pas en parler, je comprends. Mais si vous voulez. » Valérie prit une gorgée de vin, laissant la chaleur descendre dans sa gorge. Son nom est Luc. Nous sommes restés ensemble 3 ans. Elle marqua une pause, organisant ses mots. Au début, il était tout ce que je pensais vouloir. Attentionné, impliqué, présent. Mais peu à peu. Elle soupira. Peu à peu, il a commencé à mouler qui j'étais. Mes opinions, mes vêtements, mes amitiés. Chaque critique arrivait emballée dans un « c'est pour ton bien » ou « j'essaie juste de t'aider ». Et vous l'avez cru. Je voulais le croire. Parce que l'alternative était d'admettre que j'étais dans une relation qui me rendait petite. Et ça signifiait admettre que j'avais tort. Elle regarda ses mains. Quand j'ai finalement mis fin à tout ça, il a réussi à retourner la situation. Pour tous les autres, c'était moi la méchante. Charles resta silencieux un moment, puis dit : « Les hommes comme ça sont des spécialistes pour vous faire douter de votre propre perception. C'est une forme de contrôle déguisé en soin. » Il la regarda intensément. « Vous n'aviez pas tort, Valérie. Vous vous en êtes sortie. Ça demande un courage que la plupart des gens n'ont pas. » Quelque chose se dénoua dans sa poitrine. Une tension qu'elle portait depuis 2 ans. Un besoin de validation qui n'avait jamais été comblé. « Merci, » chuchota T.L. « De dire ça ? Je le dis parce que c'est vrai. » Le dîner continua, plus léger maintenant que le poids avait été partagé. Ils parlèrent d'art, de voyage, des années que Charles avait passées en Europe et en Asie, et des choses qu'il avait apprises sur la solitude et les nouveaux départs. Quand ils se levèrent enfin pour partir, il était presque 23 heures. Le restaurant se vidait, les bougies vacillant sur les tables voisines. Dans le hall de l'hôtel, devant les ascenseurs, Charles se tourna vers elle. « Merci pour la soirée, Valérie. C'est moi qui vous remercie. C'était. » Elle chercha le mot juste. Important. Il hocha la tête. Ses yeux parcouraient son visage comme s'il mémorisait chaque détail. Bonne nuit. Bonne nuit. Elle entra dans l'ascenseur. Les portes commencèrent à se fermer. Et puis, la main de Charles apparut dans l'ouverture, les stoppant. Valérie ? Oui. Il fit un pas à l'intérieur, comblant la distance entre eux. Je vais faire quelque chose que je ne devrais probablement pas faire. Sa voix était rauque. Dites-moi d'arrêter et j'arrête. Elle ne dit rien. Charles se pencha et effleura ses lèvres contre les siennes. Ce n'était pas un baiser. C'était une question, une promesse, un prélude. Valérie sentit le monde tourner. Puis les portes de l'ascenseur s'ouvrirent à leur étage, et Charles se recula. « Dormez bien, dit-il. » Et il y avait un sourire dans ses yeux. Elle marcha jusqu'à sa chambre en état de choc, ferma la porte, s'appuya contre elle et porta ses doigts à ses lèvres. Elle picotait encore. Et ce fut à ce moment-là que son téléphone vibra. Un message, numéro inconnu. « Valérie, j'ai appris que tu es à Napa. Quelle coïncidence. Il faut qu'on parle. Luc. » Le sol disparut sous ses pieds. La nuit fut une torture. Valérie alternait entre regarder le message de Luc et le mur qui la séparait de Charles. 2 hommes, 2 mondes. Un passé qui s'obstinait à ne pas mourir, et un futur qu'elle osait à peine imaginer. Le matin, avec des cernes profonds et la détermination fragile de quelqu'un qui fonctionne avec 3 heures de sommeil, elle descendit pour le petit déjeuner. Charles était déjà là, impeccable comme toujours, lisant quelque chose sur sa tablette. « Vous avez l'air d'avoir vu un fantôme », commenta-t-il quand elle s'assit. « Presque. » Elle lui parla du message, regarda la mâchoire de Charles se serrer, ses yeux s'assombrirent. « Comment a-t-il su que vous êtes ici ? » Aucune idée. Les réseaux sociaux peut-être. Quelqu'un de l'entreprise qui a commenté. « Que allez-vous faire ? » Valérie regarda le café qu'elle avait commandé, encore fumant. L'ignorer. C'est ce que j'aurais dû faire depuis le début. Et s'il insiste, alors je gérerai. Je ne vais pas le laisser gâcher ce voyage, ou... Elle hésita. Quoi que ce soit d'autre.
Charles tendit le bras à travers la table et couvrit sa main. Vous n'êtes pas seul là-dedans, Valérie. Je suis là. La matinée fut remplie de réunions de finalisation. Monsieur Sterling était satisfait. La campagne avait dépassé ses attentes. Les contrats furent signés. Le champagne fut ouvert. Les poignées de main scellèrent l'accord. À la fin de l'après-midi, le travail officiellement clos, Charles suggéra une promenade en ville avant le dîner formel au vignoble. « Avez-vous vu le coucher de soleil d'ici » demanda-t-il. Ils allèrent sur les rives de la rivière Napa. Le soleil descendait lentement, teignant l'eau d'orange et de rose. Valérie se sentait étrangement en paix pour la première fois depuis des jours. « C'est magnifique, dit-elle. » Oui. Quand elle se tourna pour le regarder, elle réalisa que Charles ne regardait pas le coucher de soleil. Il la regardait, elle. « Charles, je sais. » Il fit un pas vers elle. « Je sais que c'est compliqué. Je sais qu'il y a 1000 raisons de ne pas faire ça, mais aucune d'elles ne change le fait que je n'arrive pas à arrêter de penser à vous. » Moi non plus, admit-elle. Et ça me fait peur. Pourquoi? Parce que la dernière fois que j'ai laissé entrer quelqu'un, je me suis perdu. Charles toucha son visage, ses doigts traçant la ligne de sa mâchoire. Je ne suis pas lui, Valérie. Je ne le serai jamais. Sa voix était ferme, pourtant douce. Je ne veux pas vous changer. Je veux vous connaître. La personne que vous êtes maintenant, avec toutes les cicatrices et toute la lumière. Elle ferma les yeux, laissant les mots pénétrer. Et si je ne sais pas encore qui est cette personne? Alors nous le découvrirons ensemble. Un jour à la fois. Quand elle ouvrit les yeux, Charles était si proche qu'elle pouvait voir les ridules autour de ses yeux. Les mèches grises illuminées par le soleil couchant. Cette fois, quand il se pencha, ce n'était pas une question. C'était une déclaration. Le baiser fut lent et profond, chargé de tout ce qui n'avait pas été dit. Valérie sentit qu'elle fondait contre lui, ses mains agrippant les revers de sa veste comme s'il était sa seule ancre dans la réalité. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux étaient à bout de souffle. « Ceci, dit Charles, le front reposant contre le sien, change tout. Je sais. Et ça vous va? » Valérie pensa à toutes les complications, tous les obstacles, toutes les voix de doute dans sa tête. « Oui, dit-elle. Où ça m'ira? » Ils retournèrent à l'hôtel main dans la main, ignorant les regards curieux, ignorant le poids du monde professionnel qui les attendait à New York. Mais l'univers, comme toujours, avait d'autres plans. Dans le hall de l'hôtel, debout avec un bouquet de fleurs et ce sourire répété que Valérie connaissait si bien, se trouvait Luc. « Bébé, dit-il en ouvrant les bras. Je suis venu te chercher. » Le sang de Valérie se glaça. Charles fit un pas en avant, se positionnant entre elle et Luc. « Qui êtes-vous? » Luc le toisa de haut en bas, ne cachant aucun dédain. « Luc Fernandez, son petit ami. »« Et vous êtes? » ?»« Ex-petit ami, » corrigea Valérie, la voix tremblante d'une rage contenue. « Valérie, s'il te plaît, on doit parler. Nous n'avons rien à nous dire. Nous avons rompu il y a 2 ans. Tu as rompu. Je n'ai jamais accepté. » Charles fit un autre pas, et Valérie remarqua qu'il se retenait de s'en prendre à Luc. « La dame a été claire, » dit Charles, d'une voix mortellement calme. Elle a dit non. Acceptez-le et partez. Était qui toi pour donner des ordres? Luc le regarda avec mépris. Son grand-père? Le coup était calculé, et Valérie vit l'impact que point dans les yeux de Charles. Bref, mais bien réel. Avant qu'il ne puisse répondre, elle s'interposa entre les deux hommes. Luc, écoute-moi bien, car je ne le dirai qu'une fois. Sa voix s'était affermie, alimentée par une rage dont elle ne soupçonnait même pas l'existence. Tu m'as détruite. Tu as passé 3 ans à me convaincre que j'étais folle, que j'étais inadéquate, que je n'étais rien sans toi. Mais je m'en suis sortie. Je me suis reconstruite. Et maintenant, tu débarques ici en pensant pouvoir simplement ignorer 2 ans de silence, tout ça parce que tu n'as jamais accepté la rupture. Valérie, tu fais une scène, dit-il. Non, je pose des limites pour la première fois de ma vie. Pars, Luc. Pars. Et ne cherche plus jamais à me contacter. Si tu le fais, j'engagerai des poursuites judiciaires. Le visage de Luc se crispa.
Le masque de charme cédait la place à l'homme que Valérie connaissait derrière les portes closes. Tu vas le regretter, siffla Théil. J'ai déjà regretté beaucoup de choses. Avoir rompu avec toi n'en fait pas partie. Luc regarda Valérie, puis Charles, et de nouveau Valérie. Sans un mot de plus, il jeta le bouquet au sol et quitta le hall. Valérie resta immobile un instant, le corps entier tremblant sous l'effet de l'adrénaline. Charles l'enveloppa alors dans une étreinte, et elle s'autorisa enfin à s'effondrer. « Tu as été incroyable » chuchota Théil contre ses cheveux. « Je tremble. Parce que tu as été courageuse. Et le courage, ce n'est pas l'absence de peur. » Elle se recula suffisamment pour le regarder. « Merci d'être là, toujours. » Ce soir-là, ils n'allèrent pas au dîner au vignoble. Ils s'excusèrent auprès du client, prétextant un imprévu. Ils dînèrent dans la chambre de Valérie, avec un repas du service d'étage et une bouteille de vin, discutant de tout et de rien jusqu'à 3 heures du matin. Lorsque Charles se leva finalement pour regagner sa chambre, il s'arrêta à la porte. « Valérie ? » Ce que Luc a dit. « À propos de moi, comme quoi je pourrais être ton grand-père. » C'était pathétique. C'était calculé. Il la regarda avec gravité. La différence d'âge. Est-ce que ce sera un problème pour toi ? Valérie s'avança vers lui, se hissant sur la pointe des pieds pour atteindre son visage. La seule chose qui serait un problème, dit-elle, c'est si tu renonçais à cause de ça. Elle l'embrassa, un baiser doux et délibéré. Bonne nuit, Charles. Bonne nuit, Valérie. La porte se referma et Valérie s'appuya contre elle, un sourire qu'elle ne pouvait contenir aux lèvres. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait complète et irrévocablement libre. Le dernier jour à Napa se leva limpide, sous un ciel d'un bleu impossible. L'air portait cette fraîcheur caractéristique de la Californie du Nord. Valérie se réveilla avec un SMS de Charles. « Bonjour. Tu as bien dormi ?» Elle sourit à l'écran. « Comme je n'ai pas dormi depuis des années. »« Et toi ?»« J'ai passé la nuit à penser à toi. »« Ça compte ?» Son cœur fit une pirouette. La journée fut remplie des dernières formalités de travail, d'ajustement de contrat et de la bureaucratie nécessaire accompagnant toute grande transaction. Mais entre les réunions, les regards que Charles et Valérie échangeaient portaient une nouvelle complicité, un délicieux secret n'appartenant qu'à eux. Le soir venu, c'était le dîner formel au vignoble. Monsieur Sterling avait réservé un restaurant près de Yountville, une propriété centenaire surplombant les vignes. Valérie choisit une robe vert émeraude que Fiona avait insisté pour qu'elle emporte. On ne sait jamais quand il faudra être fatal, Val. Lorsqu'elle descendit dans le hall, Charles l'attendait. Il portait un costume bleu sombre sans cravate, le premier bouton de sa chemise ouvert. En la voyant, son regard parcourut la robe, ses cheveux lâchés, ses talons hauts. « Tu es. » Commença-t-il. « Quoi ? » Les mots me manquent. Valérie sentit son visage brûler de plaisir. Le trajet vers Yountville se fit dans une voiture envoyée par le client, presque 1 heure entre montagne et vignoble. Charles lui tint la main tout le long, son pouce traçant de l'encercle dans sa paume. Le restaurant était époustouflant, des tables en extérieur sous un ciel étoilé, des bougies sur chaque surface. L'arôme du vin et des mets flottait dans l'air. Monsieur Sterling les reçut avec des accolades chaleureuses et présenta sa famille. Femmes, enfants, belle-fille, tout un contingent de gens authentiquement gentils. Le dîner coula de source, comme les meilleurs dîners le devraient. Une conversation facile, une nourriture exceptionnelle, un vin qui semblait se bonifier à chaque verre. Valérie fut surprise de se détendre d'une manière qu'elle réussissait rarement lors d'événements d'entreprise. Charles, à ses côtés, était différent aussi. Moins le PDG intimidant, plus l'homme présent. À un moment donné, l'épouse de Monsieur Sterling, une femme aux cheveux blancs et au regard perçant nommée Madame Eleanor, se pencha vers Valérie. « Vous formez un couple charmant, dit-elle à voix basse. Valérie s'étouffa presque avec son vin. Nous ne sommes pas en couple, nous travaillons ensemble. Madame Eleanor sourit avec la sagesse de celle qui a vu passer de nombreux printemps. Ma chère, je suis mariée depuis 45 ans. Je sais reconnaître quand 2 personnes sont en train de se découvrir, dit-elle avec un clin d'œil. Et vu la façon dont il vous regarde, je pense que ce n'est pas juste du travail. Avant que Valérie ne puisse répondre, Charles se leva. Valérie, voudrais-tu danser ?
Un petit orchestre avait commencé à jouer dans un coin de la terrasse, une musique douce et romantique. Je ne sais pas si nous devrions. Nous le devrions. Il lui tendit la main. Viens. Elle accepta, se laissant guider vers la petite piste de danse. Charles la tenait fermement, une main sur sa taille, l'autre entrelacée avec la sienne. Ils commencèrent à bouger lentement, au rythme de la musique. « Tu sais que tout le monde nous regarde » murmura-t-elle. « Je sais. Et ça m'est égal. » « Pourquoi ça t'est égal ?» Il l'attira plus près de lui. « J'ai 50 ans, Valérie. J'ai passé des décennies à me soucier de ce que pensent les autres. Je ne veux plus perdre de temps avec ça. Et quand nous rentrerons à New York? Les ragots, la hiérarchie, les RH. Je m'en occuperai. Ensemble. » La musique changea pour quelque chose d'encore plus lent. Charles posa son front contre le sien. « Je ne m'attendais pas à ça, dit-il. Revenir aux États-Unis pour te trouver. Je ne m'attendais pas à toi non plus. Des regrets? » Elle pensa au message envoyé par erreur, à l'humiliation initiale, à la peur, à la colère. Elle pensa à Luc débarquant à l'hôtel, à la confrontation qui l'avait finalement libérée. Elle pensa aux semaines d'incertitude et aux heures de conversation. Pas le moindre. Lorsque la nuit s'acheva et qu'ils rentrèrent à l'hôtel, Valérie se sentait en paix d'une manière qu'elle n'avait pas connue depuis. Elle ne se souvenait même plus depuis quand. À la porte de sa chambre, Charles l'embrassa. Un baiser long, profond, chargé de promesses. « Demain, nous rentrons à New York, dit-il. Je sais. Et là-bas, ce sera différent. Plus difficile. Je le sais aussi. Mais est-ce que ça vaut le coup d'essayer? » Valérie toucha son visage, traçant les lignes que le temps avait dessinées. « Charles, j'ai passé 2 ans à avoir peur. Peur de souffrir à nouveau. Mais avec toi. » Elle prit une profonde inspiration. « Avec toi, la peur existe toujours. Sauf qu'elle n'est plus forte que le désir. » Il sourit. Ce sourire qui transformait tout. Est-ce un oui? C'est un découvrons-le ensemble. Il l'embrassa une fois de plus et Valérie sut, avec une certitude qui la surprit, qu'elle était sur le point d'embarquer pour l'aventure la plus importante de sa vie. L'avion atterrit à JFK à 11 h du matin, le dimanche. Valérie et Charles débarquèrent ensemble, mais se séparèrent dans le hall. Elle vers un Uber, lui vers la voiture de fonction qui l'attendait. Un accord tacite. À partir de là, discrétion. « On se parle ?» dit-il en lui serrant la main professionnellement, tandis que ses yeux disaient des choses beaucoup moins professionnelles. « On se parle. » Le lundi arriva comme une douche froide. Montgomery et Associés était un écosystème complexe de hiérarchie, d'ambition et de regard vigilant. Valérie entra dans le bâtiment en se sentant sous un microscope invisible. Fiona l'intercepta avant même qu'elle n'atteigne son bureau. « Dis-moi tout. »« Pas ici, fais. »« Déjeuner, midi. » Le japonais au coin de la rue. « Ça marche. » La réunion au restaurant fut une avalanche d'informations. Valérie déballa tout à son ami, de la conversation dans l'avion à la confrontation avec Luc, en passant par les baisers et le dîner au vignoble. Fiona écoutait, les yeux écarquillés. « Tu es en train de me dire, » résuma-t-elle quand Valérie s'arrêta enfin pour respirer, « qu'en 3 jours tu as embrassé le PDG, affronté ton ex narcissique et décidé de commencer une relation qui pourrait faire imploser ta carrière? Dit comme ça a l'air fou. Ça a l'air fou parce que ça l'est. » Fiona marqua une pause dramatique. « Et j'adore ça. Enfin quelque chose qui arrive dans cette boîte et qui n'est pas une feuille de calcul ou une réunion. Fait, c'est sérieux. Je sais que c'est sérieux. C'est exactement pour ça que je suis heureuse. » Elle prit les mains de son amie. « Val, tu as passé 2 ans à te cacher, à travailler obsessivement, à éviter tout ce qui ressemblait à un risque émotionnel. Et maintenant tu es là, vivante, effrayée et amoureuse. C'est un progrès. Je n'ai pas dit que j'étais amoureuse. Tu n'avais pas besoin de le dire. » La semaine qui suivit fut un exercice d'équilibre. Au travail, Valérie et Charles maintenaient la distance professionnelle attendue. En réunion, il était le PDG exigeant. Elle, la directrice artistique compétente. Pas de regard prolongé, pas de contacts accidentels. Mais le soir, les messages affluaient. « Comment s'est passée ta journée ?
Charles, 22h15, réunions infinies. Le client cosmétique veut refaire tout le brief. Et la tienne? Valérie, 22h18, réunion du conseil. Mon père met la pression pour les résultats trimestriels. Rien d'inattendu. Charles, 22h20, tu vas bien? Valérie, 22h21, mieux maintenant. Charles, 22h21. Il se retrouvait peu à peu dans les interstices de la routine. Un café discret dans une boutique loin du bureau. Un dîner dans un restaurant où personne ne les connaissait. Des heures de conversation où Valérie découvrait des facettes de Charles que le monde de l'entreprise ne voyait jamais. L'homme qui lisait de la poésie lors de ses insomnies matinales, qui gardait une collection de vinyles des années 70, qui cuisinait un risotto au citron quand il avait besoin de réfléchir. « Pourquoi ne montres-tu ce côté à personne ?» lui demanda-t-elle un soir dans son appartement, pendant qu'il préparait le fameux risotto. « Parce que montrer sa vulnérabilité dans le monde des affaires, c'est du suicide, répondit-il sans quitter la casserole des yeux. Et avec moi? Il la regarda enfin. Avec toi, je ne veux pas être le PDG. Je veux juste être Charles. Elle traversa la cuisine et l'enlaça par derrière, posant son visage contre son dos. J'aime Charles. Même avec ses 50 ans et ses cheveux gris. Surtout à cause de ça. Mais la bulle avait une date d'expiration, et elle éclata le vendredi. Valérie fut convoquée dans le bureau de Roger Vance. Roger était le PDG par intérim que Charles avait remplacé. Un homme au début de la quarantaine, au sourire facile et à l'ambition mal dissimulée. Il la reçut avec une cordialité qui n'atteignait pas ses yeux. « Valérie, asseyez-vous. J'ai besoin de parler du voyage à Napa. » Son estomac se glaça. Qu'y a-t-il à propos du voyage? La campagne a été un succès. Félicitations pour ça. Il feuilleta quelques papiers sur son bureau. Mais certaines rumeurs sont parvenues à mes oreilles. Des rumeurs? À propos de vous et Charles Montgomery. Il la regarda droit dans les yeux. Une implication personnelle durant le voyage. Valérie sentit le sang lui monter au visage, mais garda une voix contrôlée. Avec tout le respect que je vous dois, Roger, je ne vois pas en quoi cela vous concerne. Cela me concerne parce que ça affecte l'entreprise. Les relations entre cadres et subordonnés génèrent des conflits d'intérêts. Elles peuvent entraîner des procès, des scandales, des dommages à la réputation. Il n'y a rien à commenter. Roger se pencha en avant. Valérie, je ne suis pas votre ennemi. J'essaie de vous protéger. Charles Montgomery est. Il fit une pause calculée à un homme compliqué. Il a passé 4 ans au loin, il revient en croyant pouvoir reprendre le contrôle de tout. Les gens comme ça utilisent les autres. Vous ne le connaissez pas. J'ai travaillé avec lui pendant 15 ans. Je le connais très bien. Roger se leva, marchant vers la fenêtre. Il va se servir de vous pour obtenir ce qu'il veut, et ensuite il vous jettera. C'est ce qu'il fait. Valérie se leva aussi. Cette conversation est terminée. Pensez à ce que j'ai dit, Valérie. Avant qu'il ne soit trop tard. Elle quitta le bureau, les mains tremblantes de rage, de peur, d'incertitude. Les mots de Roger résonnaient dans son esprit comme du poison. Ce soir-là, elle ne répondit pas au message de Charles, et il le remarqua. Valérie, tout va bien? Charles, 23h30, silence. Tu m'inquiètes. Appelle-moi. Charles, minuit 15. Son téléphone resta muet sur la table de nuit, tandis que Valérie fixait le plafond, se demandant si elle avait commis la plus grande erreur de sa vie. Charles n'était pas homme à attendre. Le lendemain matin, un samedi gris, il était à la porte de l'appartement de Valérie à Williamsburg. Elle ouvrit en pyjama, les yeux cernés, les cheveux en bataille. « Tu n'as pas répondu à mes messages, dit-il sans préambule. J'avais besoin de réfléchir. Réfléchir à quoi? Que s'est-il passé? Elle le laissa entrer. Le salon était un chaos, coussins par terre, une tasse de thé froid sur la table, des papiers éparpillés partout. Roger m'a appelé hier, dit-elle en s'asseyant sur le canapé. Il sait pour nous. Charles fronça les sourcils. Comment? Des rumeurs. Saint-Helena n'est pas une grande ville. Des gens ont vu des choses. Les gens parlent. Et qu'a-t-il dit? Valérie répéta la conversation. Chaque mot.
Chaque insinuation. Chaque goutte de poison. Quand elle eut fini, Charles resta immobile, la mâchoire contractée. Roger est un rat opportuniste qui se sent menacé par mon retour, dit-il finalement. Il a passé 4 ans comme PDG par intérim et il a pris ses aises. Maintenant que je suis de retour, il te voit comme une arme pour me déstabiliser. Et s'il avait raison? Raison à propos de quoi? Que tu te sers de moi. Le silence qui suivit fut assourdissant. Tu crois vraiment ça? La voix de Charles était basse, blessée. Je ne sais plus quoi croire. Valérie se leva, faisant les 100 pas il y a 3 semaines, j'étais une employée lambda qui a envoyé un texto par erreur. Et maintenant, je suis au milieu d'un jeu de pouvoir que je ne comprends même pas. Tu es le PDG, Charles. Tu as tout à perdre et tout à gagner. Moi, je ne suis. Je ne suis qu'un pion sur l'échiquier. Charles s'approcha d'elle, lui tenant fermement les épaules. Regarde-moi. Elle leva les yeux, croisant les siens. Tu n'es pas un pion, dit-il. Tu es la personne qui m'a réveillé. La personne qui m'a fait ressentir quelque chose de réel pour la première fois depuis des années. Et si Roger ou n'importe qui d'autre essaie d'utiliser ça contre nous, je me battrai. Mais j'ai besoin de savoir si tu es avec moi. Et si ça détruit ma carrière? Ça n'arrivera pas, tu ne peux pas le garantir. Non, je ne peux pas. Il relâcha ses épaules, passant une main dans ses cheveux. La vie n'offre aucune garantie, Valérie. Je sais que tu as été blessée auparavant. Je sais que la confiance n'est pas quelque chose que tu donnes facilement. Mais je te demande d'essayer. Avec moi. Valérie sentit les larmes lui brûler les yeux. Et si je ne suis pas assez forte? Tu as affronté Luc devant un hôtel entier et tu l'as envoyé au diable. Tu as bâti une carrière à partir de rien dans une industrie dominée par les hommes. Tu es la femme la plus forte que je connaisse. Il lui toucha le visage, essuyant une larme qui s'échappait. La question n'est pas la force, c'est le choix. Et quel est mon choix? Rester ou partir? Je respecterai n'importe quelle décision. Mais si tu restes? Il se rapprocha encore. Si tu restes, je te promets que je ferai en sorte que chaque risque en vaille la peine. Valérie ferma les yeux. Elle se sentait à la croisée des chemins. Le chemin sûr de la solitude d'un côté. Le chemin incertain de l'amour de l'autre. Et puis elle pensa à tout ce qu'elle avait vécu ces 2 dernières années. La carapace de protection qu'elle avait construite. Les relations qu'elle avait évitées. Les opportunités qu'elle avait manquées. Elle ouvrit les yeux. Je reste. Charles l'embrassa. Un baiser de soulagement, de gratitude, de commencement. Merci, chuchota-t-il contre ses lèvres. Ne me remercie pas tout de suite. Nous devons encore survivre à Montgomery et associés. Avec toi à mes côtés, je survis à tout. Ils passèrent le reste de la journée ensemble à échafauder des plans. Comment gérer Roger? Comment communiquer la relation au RH de manière proactive? Comment blinder la carrière de Valérie contre toute représaille? Ce ne serait pas facile. Mais pour la première fois, tous deux sentaient qu'ils n'étaient plus seuls. Et cela, découvrirent-ils, faisait toute la différence. Lundi. Réunion extraordinaire du conseil d'administration de Montgomery et associés. Valérie était dans la salle d'attente du 35e étage. Les mains froides et le cœur battant la chamade. Charles était entré dans la salle du conseil il y a 1 heure. Là-dedans se décidait l'avenir de l'entreprise. Et indirectement, leur avenir. Roger avait avancé ses pions durant le week-end. Conversation avec les membres du conseil. Insinuation sur la capacité de leadership de Charles. Rumeur sur un comportement inapproprié avec une employée. Un dossier informel peignant le PDG comme un homme incontrôlé faisant passer ses intérêts personnels avant l'entreprise. Mais Charles avait aussi préparé son propre terrain. Les portes de la salle du conseil s'ouvrirent et Valérie sursauta. Anthony Montgomery. Le patriarche de 75 ans, fondateur de l'entreprise et père de Charles, sortit le premier. Ses yeux trouvèrent ceux de la jeune femme. « Comment allez-vous, Valérie » dit-il. Ce n'était pas une question. « Bien, monsieur. » Anthony l'étudia un long moment, le regard perçant malgré son âge. « Mon fils m'a parlé de vous. » Elle ne savait pas quoi dire. « Il a dit que vous êtes la personne la plus honnête qu'il connaisse. »
Que vous l'avez défié quand tout le monde était d'accord. Que vous avez sauvé une campagne à $1 million par pur talent. Anthony fit un pas vers elle. Il a aussi dit qu'il est amoureux de vous. Valérie sentit son visage s'embraser. Monsieur Montgomery. J'ai fondé cette entreprise il y a 50 ans, poursuivit Anthony. J'ai tout vu. Trahison, alliance, avidité. Mais j'ai appris une chose. Ce sont les gens qui comptent. Pas les chiffres. Pas les contrats. Les gens. Il la regarda avec une intensité qui lui rappelait beaucoup son fils. Mon fils a passé des années à être le parfait exécutif et un être humain absent. Si vous êtes la raison pour laquelle il change, alors vous êtes la bienvenue dans cette famille. Avant que Valérie ne puisse répondre, Charles apparut dans l'encadrement de la porte. Papa, j'ai déjà dit ce que j'avais à dire. Anthony marcha vers l'ascenseur, puis s'arrêta et regarda en arrière. Roger a été écarté. À l'unanimité. Un sourire minimal courba ses lèvres. Prenez soin de mon fils, Valérie. Il est plus fragile qu'il n'en a l'air. L'ascenseur se referma et Charles et Valérie restèrent seuls dans le couloir. Que s'est-il passé là-dedans, demanda-t-elle. Je leur ai tout dit sur nous, sur Roger, sur ses manœuvres pour me déstabiliser. Charles s'approcha. J'ai présenté les résultats de l'opération internationale, les contrats que j'ai conclus, la campagne du secteur vinicole que tu as dirigée, et j'ai dit que toute tentative de m'attaquer à cause de ma relation avec toi était un écran de fumée pour cacher l'incompétence. Et ça a marché? Le conseil a voté pour mon maintien en tant que PDG et a voté pour le départ de Roger. Il lui prit les mains. C'est fini, Valérie. Il ne peut plus te menacer. Elle laissa échapper un soupir qui semblait porter le poids du monde. Et nous concernant? Qu'a dit le conseil? Que les relations entre cadres et employés ne sont pas interdites, tant qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts direct. Tu seras transféré pour faire ton rapport à Marcha au lieu de moi. Tu gardes ton titre, ton salaire, ton équipe. Et les ragots? Ils existeront. Ils existent toujours. Il lui caressa le visage. Mais laisse-les parler. Nous connaissons la vérité. Valérie sentit les larmes venir, de soulagement cette fois. J'ai cru que j'allais tout perdre. Tu as failli. Charles l'attira dans une étreinte. Mais tu n'as rien perdu. Et tu ne perdras rien. Ils restèrent là, dans le couloir vide du 35e étage, enlacés comme si le monde pouvait s'effondrer à tout moment. Mais cette fois, Valérie le savait. Ensemble, ils pouvaient tout reconstruire. 6 mois plus tard. Le coucher de soleil peignait la terrasse du Penthouse de Charles dans des nuances d'orange et de rose. Valérie était sur le balcon, un verre de vin à la main, regardant la ville s'illuminer peu à peu. Beaucoup de choses avaient changé depuis ce matin à l'aéroport JFK. Roger avait fondé son propre cabinet de conseil. Et selon les rumeurs, ça ne marchait pas particulièrement bien. Luc n'avait plus jamais cherché à la contacter. Le silence, cette fois, était définitif. Fiona avait été promue directrice de création de l'une des sociétés de production du groupe et sortait avec un avocat spécialisé en droit d'auteur rencontré lors d'une conférence. Et Valérie? Valérie s'était épanouie. La campagne de Napa avait remporté 3 prix de l'industrie. Elle avait été invitée à prendre la parole lors d'un congrès international de design. Son équipe s'était agrandie. Sa confiance s'était solidifiée. Sa voix avait trouvé sa force. Mais la plus grande transformation n'était pas dans les titres ou les récompenses. Elle était dans le miroir. La femme qui regardait son propre reflet n'était plus cette créature effrayée que Luc avait laissée derrière lui. C'était quelqu'un qui connaissait sa valeur, qui posait des limites, qui aimait sans se perdre. La porte du balcon s'ouvrit et Charles apparut. Il avait une petite boîte entre les mains. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « Un cadeau. » Valérie ouvrit la boîte. À l'intérieur, il y avait une clé dorée sur un porte-clés en cuir. « Charles, c'est la clé de l'appartement. Je sais que nous ne sommes ensemble que depuis 6 mois, dit-il. Je sais que selon les normes habituelles, c'est trop rapide. Mais j'ai 50 ans, Valérie. Je ne veux plus perdre de temps à prétendre que je ne sais pas ce que je veux. Et que veux-tu? Toi. Ici, avec moi. Il lui prit les mains. Je ne te demande pas en mariage. Pas encore. Je te demande de construire une vie avec moi.
Un jour à la fois. Un choix à la fois. Valérie regarda la clé. Puis lui. Tu sais que je ronfle, n'est-ce pas? Charles rit. Ce rire rauque qu'elle avait appris à aimer. Je sais. Et que je vole les draps. Je le sais aussi. Et que je suis terrible au réveil. Valérie. Il l'attira vers lui. Je sais tout ça. Et je veux tout ça. Les jolies parties et les parties difficiles. Les bons jours et les mauvais jours, tout. Elle sentit son cœur déborder. Oui. Oui. J'accepte la clé. Oui, je veux construire une vie avec toi. Oui à tout. Charles l'embrassa sous le ciel qui s'assombrissait. Sous les premières étoiles qui commençaient à apparaître. Sous la promesse d'un futur qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer quelques mois plus tôt. Quand ils se séparèrent, Valérie rit. Qu'y a-t-il? Demanda-t-il. Je pense à ce message. Celui que j'ai envoyé par erreur. Cet homme est insupportable. C'est celui-là. Elle posa son front contre le sien. Si je ne m'étais pas trompé de destinataire, rien de tout ça ne serait arrivé. Alors en fait, je devrais remercier ton doigt maladroit. Je préfère le destin. Le destin, ça marche aussi. Ils restèrent là, enlacés sur le balcon, tandis que New York vibrait en bas et que les étoiles se multipliaient là-haut. Valérie pensa à tout ce qu'elle avait traversé pour arriver là. Les cicatrices laissées par Luc, la peur de ressentir, le courage de recommencer. Elle pensa à Fiona qui ne l'avait jamais abandonnée. À Anthony, qui l'avait accueilli sans jugement. À Charles, qui l'avait vu quand elle pouvait à peine se voir elle-même. Le voyage n'était pas terminé. Il y aurait des défis, des obstacles, des jours où le doute tenterait de s'infiltrer. Mais pour la première fois de sa vie, Valérie savait qu'elle n'était pas seule. Et cela, découvrit-elle, était la vraie signification du « ils vécurent heureux ». Pas une destination. Mais un choix répété chaque jour. Et elle était prête à choisir. Un message par erreur. Un regard qui avait tout changé. Deux cœurs qui avaient appris à battre ensemble. Parfois, les plus grands amours commencent par les plus petites erreurs.